La première démarche que nous avons eue, elle remonte à il y a 20 ans. Nous avons fait le constat que la préoccupation de la qualité de l'eau était en train de devenir un énorme sujet. Donc il y a 20 ans, on a reconverti un dispositif qui était dédié jusque-là au drainage pour en faire un outil d'évaluation réel et en continu de la qualité de l'eau, que ce soit de l'eau qui ruisselle en surface ou de l'eau qui migre verticalement en profondeur vers les nappes. Et ceci nous a permis de comprendre, parce qu'il ne faut pas le nier, il y a eu des nitrates dans les eaux au cours des années, il y a des produits phytosanitaires. Pourquoi sont-ils là? Par quel mécanisme ou par quelle voie sont-ils transmis vers les eaux superficielles et profondes? Nous avons essayé de comprendre. Une fois qu'on a compris, le deuxième travail a été de mettre au point les solutions préventives. Solutions préventives qui tiennent compte de l'importance de chacune des voies qui font que des nitrates vont dans l'eau ou que des produits phytosanitaires vont dans l'eau. S'il y a des nitrates dans l'eau, c'est que les éléments fertilisants ou l'azote naturel qui est sous forme de nitrate a été entraîné dans l'eau. S'il est entraîné, c'est parce qu'il y a de la pluie, ça c'est clair. Et donc on va surveiller on va dire les éléments qui font qu'il y a une quantité de nitrate disponible au moment où il pleut. Un exemple très simple, après l'été, souvent les pluies reviennent, et si le sol est nu, c'est-à-dire s'il n'y a aucune plante, aucun couvert végétal pour absorber naturellement l'azote présent dans le sol, il va ruisseler ou il va percoler en profondeur. Donc première solution qu'on a développée, ce sont des cultures qu'on appelle intermédiaires entre la récolte d'un blé par exemple et le semis d'un maïs pour l'année suivante. Il suffit de quelques semaines de végétation de cette culture pour qu'elle absorbe l'azote disponible et éviter que cet azote ne parte dans les eaux, bien évidemment. Ça c'est un élément sur la fertilisation. Autre élément, c'est qu'on a compris qu'il y avait des nitrates disponibles pour être ruisselés ou entraînés, que s'il y a un excès de fertilisation par rapport aux besoins de la culture. Ça c'est important, parce que nous avons aussi montré qu'en dessous des besoins de la culture, même si on ne met rien du tout d'azote, zéro azote, ça n'améliorera pas la qualité de l'eau. Donc c'est inutile de baisser systématiquement et de façon inconsidérée par rapport aux besoins des cultures, mais il faut déterminer quels sont ces besoins et d'avoir la fertilisation optimum. Pour cela, on a mis au point des méthodes des bilans. 70% des producteurs aujourd'hui s'en servent. Des méthodes encore plus précises pour réajuster en temps réel vers le mois de mai les besoins de la plante. Et nous avons aujourd'hui peut-être 1 million d'hectares de blé qui sont pilotés avec ces méthodes précises complémentaires à la méthode du bilan. Et sur 5 millions d'hectares, on peut dire qu'il y en a 1 million qui bénéficient d'une approche très très précise et ça se développe. Il y a encore 10 ans, l'apport d'azote sur blé était apporté en 2 fois. Aujourd'hui, il est apporté en 4 fois. C'est un effort pour les producteurs, mais c'est d'un très grand bénéfice, car plus il est apporté tard et plus il est efficient. Et plus on le fractionne, plus on peut l'ajuster, n'ayant pas tout mis au début. Donc ce sont des éléments de progrès énormes. Si on prend la protection des cultures, le diagnostic qu'on a fait nous montre, que ce soit en Allemagne, en France ou dans tous les autres pays, que les premières sources de présence de produits phytosanitaires dans les eaux, c'est les accidents lors du remplissage de pulvérisateurs ou du rinçage du pulvérisateur. Donc nous avons point des outils et des méthodes de diagnostic qu'on peut appliquer au niveau de chaque ferme pour mettre sous contrôle tous les points de risque. Le remplissage du pulvérisateur, éviter les débordements de cuves, éviter les erreurs de manipulation, avoir des locaux de stockage aux normes, etc. Tous ces éléments-là sont d'une très grande efficacité pour améliorer très rapidement la qualité des eaux, notamment des eaux superficielles. Je prendrai un exemple, en Bretagne, plus de 1500 fermes bretonnes ont bénéficié de diagnostics tels ceux qu'on a pu mettre au point sur la station de la Jaillère. Ils ont mis en œuvre par les coopératives agricoles, par les chambres d'agriculture. Et si vous allez sur le site de la préfecture de région de Bretagne, vous pourrez découvrir les très significatives améliorations de la qualité des eaux superficielles, puisqu'en Bretagne elles sont essentiellement superficielles, grâce à l'application de méthodes de ce type. Donc toutes les opérations de bassin versant, toutes les opérations de mise en œuvre de ces pratiques montrent leurs effets très très rapidement. Je
prendrai un deuxième exemple. Sur le site de la Jaillère, grâce au dispositif de recherche où nous contrôlons en permanence la qualité de l'eau et de comprendre les phénomènes qui sont en amont, nous ont conduit à indiquer que s'il y a un cours d'eau, s'il y a une pente en amont du cours d'eau, et si on met 7 mètres ou 6 mètres ou 5 mètres minimum d'herbe avant le cours d'eau, cette bande enherbée va freiner le flux d'eau, va retenir les éléments que l'on veut garder et non pas mettre dans la rivière, et qu'aujourd'hui ils sont appliqués sur toute la France. En ce qui concerne les bandes enherbées que nous avons mises au point, tous les résultats confirment ici qu'ils ont une efficacité d'au moins 80% pour une largeur de 5 mètres, voire 85% dans certains cas. Donc une efficacité tout à fait recommandable. Et donc la certitude d'une amélioration de la qualité de l'eau dans les toutes prochaines années est certaine. Donc voilà quelques exemples pour illustrer la façon dont on essaye, très modestement, mais avec beaucoup de volonté, je dirais, et de bonne volonté bien sûr, pour comprendre les mécanismes et trouver les solutions qui vont avec.